Monsieur le gouverneur, je pense que vous avez su introduire, de peur de vouloir appeler toute la préséance et puis oublier une personnalité, ça pourrait ne pas être intéressant. Et permettez, Monsieur le gouverneur, avec l'ensemble des entités administratives, militaires, paramilitaires et civiles qui vous accompagnent, et toutes les forces coutumières religieuses qui vous accompagnent, et les organisations de la société civile, les structures des Waïans, également l'ensemble des populations, permettez que je vous transmette très respectueusement les salutations de l'ensemble des membres de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Aujourd'hui, pour cette circonstance, je suis accompagné par deux membres de la Commission au niveau de la direction. Je commence par M. Sigire Adama, qui est le vice-président chargé des questions de développement. Et vous avez M. Porgo Karim, qui est mon directeur de cabinet à l'intérim. Il y a le secrétaire général de la commission qui est en mission en Chine. Et il y a le vice-président chargé des questions de diplomatie qui est hors du pays. Et il y a le vice-président chargé des questions de défense et de sécurité qui est présentement dans la région de Nandon. Il y a une autre rencontre très importante au niveau de la commission, donc il pilote ses travaux. Et c'est tout simplement vous dire que on est aussi ténaillé de part et d'autre pour les nécessités de rencontres de travail. C'est déjà une bonne chose, ça nous satisfait beaucoup. Donc, Monsieur le gouverneur, je vous réitère notre profonde reconnaissance pour l'accueil chaleureux. Et cette façon de nous accueillir ne nous étonne pas. Ce n'est pas la première fois que vous nous recevez. Le deuxième élément, c'est de vous féliciter pour la mobilisation grandiose que nous constatons, parce que ça a été fait dans un délai assez bref. Et troisièmement, c'est de féliciter également les différentes composantes de cette population, la jeunesse, les forces de défense et de sécurité, les VDP, les forces religieuses coutumières, pour leur disponibilité à répondre à l'appel du premier responsable de la région que vous êtes. C'est en votre honneur. Savoir manager les hommes, savoir conduire les hommes, il n'y a pas meilleur diplôme universitaire qu'on puisse avoir. Donc, on dit qu'un homme bien formé, un homme bien éduqué, quand vous passez dans un milieu, l'histoire doit retenir vos marques, que vous êtes passé par là. En tout cas, par rapport à votre façon de gérer, je tiens à vous féliciter très sincèrement. Donc, chers frères et sœurs, la rencontre de ce matin, cette conférence de ce matin, qui est la 6e, parce que nous sommes passés par Zignaré, dans la région de Woubri, sommes passés dans le Liptako, à Dori, nous sommes passés dans la région de Kulsé, à Kaya, nous sommes passés dans le Nazino, à Manga, nous sommes ici aujourd'hui, 6e tour, et nous allons poursuivre. Poursuivre parce que nous sommes premièrement dans une période révolutionnaire, la révolution populaire progressiste. Une révolution ne se vit pas dans un bureau. Si on dit que la révolution est populaire, ça veut dire qu'elle est portée par les masses. Si la révolution est populaire, ça veut dire qu'elle est portée par le peuple. Si la révolution est populaire, c'est parce qu'elle est portée par les populations. Mais quoi de plus normal, même si ce n'était pas dans le cadre de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, de rester permanemment en contact avec ce peuple. Parce que dans une révolution,
ce n'est pas ce que les dirigeants veulent là qu'ils font. C'est ce que le peuple veut que les dirigeants font. Maintenant, si des dirigeants à un moment donné venaient à prendre une décision qui est contraire aux aspirations, à la vision d'un peuple, il faut aussi l'expliquer. Parce que ce peuple est intelligent, il a les capacités de comprendre pourquoi vous avez pris telle et telle décision. Voilà pourquoi aussi dans une période révolutionnaire ou tout autre, quel que soit le dirigeant et quel que soit son niveau de responsabilité, il doit comprendre qu'il n'y a pas de meilleure sécurité que l'organisation, la mobilisation et la détermination des populations derrière lui. Si un peuple n'est pas mobilisé derrière un dirigeant, c'est qu'il faut te questionner, te réveiller. Il faut aussi faire attention. La mobilisation des populations et d'un peuple derrière un dirigeant, ce n'est pas parce que tu es grand de taille, pas parce que tu es gros, pas parce que tu es plus intelligent, mais c'est parce que ce que tu fais est en conformité avec des valeurs qui permettent à l'être humain d'être véritablement un être humain. Et de ce point de vue, on doit faire en sorte que ce qu'on fait qui est bon, qui va dans le sens de permettre au peuple de vivre de façon libre, de vivre de façon digne, de vivre de façon intègre, n'est pas dévié de ce chemin. Et que le peuple soit un peuple également organisé, conscient, mobilisé, déterminé, patriotique, qui soit en mesure de dire « vous avez pris telle décision, il faut faire attention, vous êtes en train de dévier, revenez ». Et le dirigeant qui écoute également, il a intérêt à revenir. Mais pour pouvoir atteindre ces éléments, que ce soit au niveau des dirigeants, que ce soit au niveau des populations, il y a un devoir qu'on doit s'imposer. Et ce devoir, pour toute personne qui veut avancer, c'est de se poser la question d'où je viens, quel est mon passé, où est-ce que je suis, afin de pouvoir envisager correctement là où je pars. Parce que quelqu'un qui ne sait pas déjà là où d'où il vient, il est déjà perdu. Et il risque de façon hasardeuse prendre des décisions du moment, ça veut dire là où il est, pour davantage se perdre en se projetant très mal. Donc quand on veut parler à la population, quand on veut parler à la jeunesse, surtout avec l'esprit d'espérer, dans la mesure où nous savons très bien que tout ce qui respire est appelé à partir, demain nous ne serons pas là, c'est d'avoir un discours de vérité. C'est d'avoir un discours de sincérité. C'est d'être honnête dans ce qu'on dit. C'est d'être loyal dans ce qu'on fait. C'est de parler au nom de la patrie, donc avec un esprit de patriotisme. Parce que justement, il peut arriver à un moment donné où ce qu'on dit, à l'instant T, peut ne pas plaire à l'interlocuteur, mais si c'est ça qui doit lui permettre d'être sauvé demain et d'être une personnalité donnée de dignité, vous avez le devoir de le faire. Parce que autant que nous sommes ici, si on se lève, c'est pas ce qu'on souhaite, et que quelqu'un se présente à l'hôpital, les médecins, les infirmiers qui vont vous recevoir, si c'est une plaie et qu'ils doivent vous soigner, s'ils regardent votre niveau de grincement, parce que vous vous plaignez au moment où ils frottent, parce que ça fait mal, s'il s'en tient à ça et qu'il caresse la plaie va pourrir. Il est obligé de soigner. Même si vous l'insultez, l'essentiel est qu'après la guérison, vous vous rappelez que quelqu'un vous a soigné. Et s'il n'était pas passé par là-bas, vous n'allez pas être en vie. Donc quand on vient, on prend la parole aussi au nom de l'État, dans l'objectif qu'on ait un pays souverain, un pays qui doit pouvoir tenir, même si demain ceux qui parlent aujourd'hui ne sont pas là, il faudrait que ce soit des instants de vérité, de sincérité et de sacrifice. Nous disons que ça doit être des instants de vérité, de sincérité, de sacrifice, parce que quand vous prenez les premières attaques dans notre pays, pour ne pas citer par exemple Nassumbu, Kutuku, vous avez vu déjà comment les nerfs de la patrie ont été touchés. Mais dans des périodes
ou probablement peut-être des dirigeants n'avaient pas suffisamment le courage de s'assumer. Ça fait donc déjà une année que nous commençons à sentir que le peuple est en train de prendre le dessus. Mais ça fait déjà 10 ans que nous faisons face à une guerre qu'on est venu nous imposer. Probablement les ennemis de ce pays avaient souhaité, auraient souhaité, avaient calculé et programmé qu'à une telle période, on n'ait même pas la possibilité de mettre le nez dehors, encore moins organiser des conférences au niveau des régions. Et si on arrive à organiser des conférences, c'est aussi la preuve que ce peuple burkinabé est un peuple véritablement intègre, résilient, combatif, de dignité, d'honneur, de patriotisme. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas de saigner. Nous continuons de saigner. Mais nous sommes appelés à tenir parce que, depuis que notre pays a été créé en tant que colonie en 1919, des ennemis internes ou externes ont toujours tenté de plier notre pays. Ex-Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Ils plient le pays, ils ne se cassent pas. Ils replient, ils ne se cassent pas. Ils continuent de plier, ils ne se cassent pas. Nous disons de façon directe à ces ennemis, qu'ils soient internes ou externes, qu'ils se fatiguent. Parce que l'ex-voltaïque aujourd'hui burkinabé, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut plier et puis casser. Pas le plier et puis casser. Et si nous prenons l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de façon générale et l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un pays qui a traversé, qui a connu les périodes que les voltaïques aujourd'hui burkinabés ont connues. Il n'y a pas un exemple. Parce qu'après la création de la colonie, justement en 1919, vous vous rappelez en 1932 que la colonie a été dissoute. Morcelée et partagée entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger. En 1942, 4 septembre, la colonie a été reconstituée. Et le 11 décembre 1958, il y a eu la proclamation de la République. Et le 5 août 1960, il y a eu ce qu'on appelle les indépendances formelles. Mais des indépendances formelles, jusqu'à aujourd'hui, regardez ce que nous avons vécu. Ces rappels sont nécessaires parce que c'est sur la base de ces rappels que tout dirigeant, tout burkinabé, avant de poser un acte, il faut te poser la question d'où nous venons. Il y a eu le 3 janvier, où le peuple a estimé que la façon de gérer le pays, ce n'était pas bien, le premier président est parti. Le soulèvement populaire. Il y a eu les dates des 17 et 18 décembre 1975, où le même peuple a interpellé le général Feu Sangoulé Lamizana, paix à son âme. Il y a eu le 15 juin 1995, à Garango, où suite à des manifestations scolaires, 2 enfants du Burkina sont partis. Le pays a été secoué. On a cru qu'il allait se diviser. Avec les interventions, le patriotisme, la compréhension et le dialogue, ça a été maintenu. Après ça, il y a eu le dimanche 13 décembre 1998, l'assassinat de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons. Le pays a encore vibré. On a cru que le Burkina allait prendre feu et disparaître. Il est revenu sur ses pieds, il est maintenu. Il y a eu également les 30 et 31 octobre 2014. Après ça, il y a eu le 15 septembre 2015. Etc. On peut en citer jusqu'à aujourd'hui. Tous les peuples nous regardent. Mais est-ce que c'était seulement ça qui fonde notre histoire? Les quelques rappels que nous avons eu à faire, à chaque étape, même ceux que nous désignons, en disant qu'ils sont des députés, qui représentent les peuples, ils font des rapports. Les ministères font des rapports. Les institutions de contrôle font des rapports. Si on veut bien avancer, il ne faut pas qu'on s'écarte et qu'on sache quelles ont été les plaies hier pour mieux les soigner, mieux évaluer notre présent, pour mieux nous projeter. J'ai pris ces exemples pour indiquer que notre pays n'est rien d'autre qu'un exemple de ce que le peuple noir, dans sa globalité, a connu, a traversé
et continue de traverser. Parce que autant que vous êtes, autant que je suis, quand on jette un coup d'œil également dans le rétroviseur, nous n'avons jamais été considérés comme des êtres humains. Hein. Vous êtes connectés, vous avez des portables. Si je parle, vous pouvez aller à l'intérieur, vérifier. Vous tapez le titre, vous regardez. Nous n'avons jamais été considérés comme des êtres humains. Nous avons même souvent été utilisés et considérés moins que des animaux. Liés tout simplement à notre teint, qu'ils ont baptisé teint noir. C'est dans leur langue. Ce n'est pas notre langue. Hein. Ce n'est pas évident que le combat que nous sommes en train de mener, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand nos enfants auront goûté aux fruits de la souveraineté, et que ce sera une souveraineté renforcée, ce n'est pas évident que le terme noir là, on ne va pas changer le nom. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que l'être humain a pris d'abord naissance en Afrique. Et les autres ne sont que des variantes liées à l'émigration. Mais quand on te met au monde, et pour une raison ou une autre, tu migres sur d'autres espaces avec les connaissances de tes aïeux, avec l'impact des rayons solaires qui diminuent au fur et à mesure, ton teint change. Tu deviens soit rouge, tu deviens soit blanc, soit jaune. Et puis, ces éléments se réorganisent pour revenir dire ceux qui habitent sur le même berceau de l'humanité là, il faut les chosifier. Il faut les déshumaniser. En faisant quoi? En votant des lois. Et ces lois, en 1685, pardon, ils mettent ça ensemble, 1685, ils mettent ça ensemble et ils appellent ça le code noir. Et dans ce code noir, on dit que autant que nous sommes assis là, nous ne sommes rien. Ça veut dire qu'on peut nous vendre. Ça veut dire que quelqu'un peut venir demander combien nous coûtons, on nous achète. Ça veut dire que si quelqu'un se lève le matin et il estime qu'il n'est pas content, il peut nous traiter comme il veut. Donc, moins que des animaux. Et de 1685, période donc de traite négrière, d'esclavage, qui a été abattue sur les peuples noirs. Et quand je dis abattu sur les peuples noirs, il n'y a pas à dire que c'est les Blancs seulement qui l'ont fait. Hein. Les Blancs ont eu leur part de répression, de déshumanisation sur nous. Les Arabes également l'ont fait. Parce que tout simplement, on estime que nous sommes des Noirs, nous sommes moins même que des animaux. Mais au fur et à mesure que les révoltes montaient pour montrer qu'on n'est pas d'accord, ils se retrouvent au niveau des Blancs en 1884 pour dire que c'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils arrivent à s'organiser. Il faut les séparer. Donc, ils posent la carte de l'Afrique et puis ils partagent ça en comme des morceaux de viande. Et chacun prend sa part. Ils quittent là-bas, ils disent qu'ils sont maintenant dans une période de colonisation. Et cette période de colonisation, avec les morceaux de cartes de l'Afrique partagée, chacun prend son morceau, il rentre, il pilonne comme il veut. Et encore, il n'y a pas un pays en Afrique et en Afrique de l'Ouest qui a été pilonné comme le Burkina Faso. Je prends deux exemples. Parce qu'en 1893, après le partage, la France a pris un décret pour dire en Afrique, il faudrait qu'il contrôle correctement ses colonies afin que des habitants de ces colonies n'aient pas développé des colonies anglaises et autres. Parce que si vous demandez à nos grands-parents, ils vont vous dire leur déplacement, leur voyage dans le temps, ce n'était pas la Côte d'Ivoire, c'était le Ghana à côté. Et si vous demandez, ils vont vous faire sortir des vélos, voilà, d'une certaine longueur là pour indiquer que c'est là-bas qu'ils les ont achetés. Donc en 1893, la France prend un décret pour dire on ne va plus admettre qu'une colonie française aille développer une colonie anglaise. Et en même temps, on frappe dans nos populations, les déporter comme des bêtes pour aller développer les autres colonies françaises. Si vous demandez aux grands-parents qui ont vécu dans ces années, pour ceux qui ont toujours un peu de mémoire qui peuvent parler,
Ils vont vous dire que des gens ont quitté Tinkodogo ici, transportant soit du coton ou du riz, mais ont marché jusqu'au Sénégal. Transporter des matières ici, marcher d'abord arriver au Mali, et du Mali, ils marchent jusqu'au Sénégal. On dit on peut prendre 500 personnes. Et dans leur marche pour atteindre même là où les bateaux doivent emporter ce qu'ils ont amené, sur les 500 personnes, s'il y en a beaucoup, c'est 50 et quelques. Soit il y a certains qui piquent des crises, ils tombent, ils meurent. Il y a ceux qui ont des pieds enflés, ils n'arrivent pas à marcher, on les abat. Si vous cherchez sur le net, il y a un livre qui a été écrit par Feu Titenga Passeré, Les droits des travailleurs migrants, de 1887 à 2014. Si vous regardez à l'intérieur, il dit que sur chaque passage d'une colonie avec les voltaïques, derrière eux, il y a toute une colonne de vautours. Vous savez très bien que là où il y a le sang humain, là où ça sent, les animaux également viennent. Ceux qui ont été attrapés par des animaux sauvages, des félins, dans cette marche, on ne peut pas en compter. Donc ça veut dire qu'on a frappé encore en plein milieu. Et dans ça, ceux qu'on puisait ici, pour amener en Côte d'Ivoire, quand ils arrivent, il y a certains qui courent, qui reviennent. On vient, on prend quelqu'un à couper là, on prend quelqu'un à Tinkodogo, on amène, il n'est pas chez lui, c'est par force. Il veut revenir. Qu'est-ce que la France a fait de façon cynique? Pour dire qu'ils ont des sociologues et des psychologues, ils disent qu'il faut permettre de créer des villages de même nom que le lieu où on les a attrapés par force. Si on appelle le village de même nom que de là où on les a attrapés, psychologiquement, ils vont se sentir chez eux. Donc, en 1933, ils ont pris un décret qui permet de créer les noms des villages de même nom que les villages du Burkina Faso où ils ont prélevé les gens. D'où est parti en Côte d'Ivoire, vous croisez le nom du village Tinkodogo. Vous croisez Koupela. Vous croisez Koudougou 1. Vous croisez Koudougou 2. Ce ne sont pas eux qui sont partis pour créer des villages parce qu'ils le veulent. Ça a été une initiative malsaine française. Quand ils ont fait ça, mais toutes les crises qui sont venues après, même quand on parle de l'opération Bayiri, on avait cru que peut-être les dirigeants à son temps, qui ont des historiens aussi, allaient interpeller pour dire que la France est la première responsable de ce qui nous arrive. Ça n'a pas été fait. Mais justement, est-ce que ça s'est arrêté là-bas? Ça ne s'est pas arrêté là-bas. On a continué de pilonner notre pays. Et pilonner notre pays depuis les indépendances, je dis bien indépendances formelles, du 5 août 1960 à nos jours, ils n'ont jamais cessé. Pourquoi ils n'ont jamais cessé? Ils n'ont pas cessé parce qu'en janvier 1957, l'Assemblée nationale française a pris une loi. Si vous tapez sur vos portables, vous mettez Organisation commune des régions sahariennes. Vous allez voir ça. Ils ont pris une loi pour dire que leurs géologues ont analysé le sol africain et que dans le Sahara, dans le monde entier, il n'y a pas un coin qui a la même quantité de richesse que la zone qu'ils ont appelée Organisation commune des régions sahariennes. Et cette zone, c'est une partie du Mali, une partie de la Mauritanie, une partie du Niger et une partie du Burkina qui vient jusqu'à Akaya. 1957. Parce que quand on analyse effectivement le fond, ce que cette zone contient comme richesse, or, diamant, uranium, pétrole, ils ont même découvert que la nappe souterraine, ça veut dire la nappe d'eau, la fracture interne qui contient l'eau, même si on bloque tous les robinets du monde, si on commence à exploiter cette nappe souterraine, elle peut alimenter le monde entier pendant un siècle. Vous imaginez? Ça quitte la Mauritanie, passer par le Mali, les fragments au Niger, le Burkina Faso, ça va jusqu'en Égypte, traverser Éthiopie, etc. Ils sont au courant de tout ça. Donc quand ils viennent, pour dire qu'ils viennent pour défendre des droits humains, ils viennent pour s'installer dans le Sahara, dans le Sahel, que c'est nous qui veulent défendre. Quelqu'un qui a pris des lois en 1685 pour déshumaniser ton père, déshumaniser ta grand-mère,
les torturer, les attacher moins que des animaux. Et certains qui ont voulu résister en courant, on les attrape, on coupe le tendon vers le talon pour qu'ils ne puissent plus marcher. Un tel type, une telle espèce, un tel groupe, peut-il revenir te dire, toi qui es l'enfant descendant de ces aïeux qui ont été martyrisés là, il vient et te dit, non, aujourd'hui là, bon, moi je suis venu pour te défendre, vraiment, on est la même chose, bon, on est tous des êtres humains, il y a les droits humains, toi aussi tu as droit à la vie, moi je suis venu pour te défendre et puis te protéger. Si tu es intelligent, il faut te réveiller vite. Il faut te réveiller vite parce que le matin, si une hyène passe à côté du champ d'un bouc, et puis il dit au bouc, bonjour mon parent, si ce bouc est intelligent, il n'a qu'à commencer à courir. Donc on a intérêt à se préparer. Si on ne se prépare pas, c'est pas où. Mais c'est pour faire face à cette exploitation vile, où ils ont... Pourquoi je parle d'indépendance formelle le 5 août 1960? Parce que, même pour donner ces indépendances, ils se sont organisés pour dire que comme au fur et à mesure, les résistances montent là, il faut faire en sorte que les gens ne continuent pas de manifester. Il faut leur donner des dates et leur dire qu'ils sont libres. Et ces dates-là, ils commencent au Niger. Ils donnent 1er août, ils donnent une date. Et puis ils se reposent par exemple le 2. Le 3 août, ils vont ailleurs, ils donnent une date. Ils se reposent le 4. Le 5, ils viennent en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, ils donnent une date. Ils se reposent le 6. Le 7, ils vont en Côte d'Ivoire, ils donnent une date. Ça coïncide avec un week-end, ils se reposent. Le 11, ils montent au Tchad, ils donnent une date. Ils se reposent le 12. Le 13, ils montent en Centrafrique, ils donnent une date. Ils se reposent le 14. Le 15, ils montent au Gabon. C'est ça des dates d'indépendance? Donc ce sont des dates octroyées. Maintenant, si nous les commémorons, c'est en la mémoire de nos grands-parents qui se sont battus, mais ce n'est pas parce qu'on considère que c'est véritablement des dates d'indépendance. Même en donnant ces dates, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on vous donne les dates. En même temps, en dessous, ils continuent de tuer. Il y a certains dirigeants dans certains pays où on a coupé la tête du dirigeant, posé au quartier et forcé les populations pour venir regarder. Et dit, vous voyez comment il est, c'est lui, non? Gare à vous si quelqu'un d'autre sort encore dit qu'il va vous défendre. Ils l'ont fait à Philippe Moumié au Cameroun. Vous avez vu, il n'y a même pas 3 mois, ils ont appelé les Malgaches, Madagascar, là, les responsables, pour dire, venez prendre les crânes de vos chefs qu'on avait coupés et puis emportés. Si tout ça là c'est loin, et regardez au Congo à côté, Patrick Lumumba, ce qui lui est arrivé. On tue un être humain, on le découpe comme un mouton, on met dans des barriques d'acide, on dissout. Et puis, ceux qui ont fait ça, ils enlèvent une dent à les poser chez eux. C'est comme si c'est un élément décoratif. Parce que l'Afrique est en train de se révolter, on prend cette dent, on met dans un cercueil, et puis on vous amène pour vous dire, calmez-vous, voilà les restes de votre président. C'est une façon de dire au Congo, gare à celui qui va se lever et puis parler. Si le Congo est loin, ça s'est passé chez nous. Thomas Sankara. Regardez ce qui est arrivé. Quand on a commencé à vouloir vérifier pour voir si c'est lui qui est dans la tombe, c'est encore eux qui ont les laboratoires, c'est à eux on s'est confié, non? Vous prenez les squelettes de quelqu'un, vous partez, quelqu'un qui n'a même pas fait 20 ans, 30 ans dans une tombe, vous partez analyser pour dire qu'il n'y a pas d'ADN. Or, vous avez les mêmes appareils qui peuvent, même si on trouve un os en paléontologie dans le sol, même s'il a 1000 ans, vous pouvez déterminer son ADN et même reconstruire la forme et le teint de l'intéressé par ordinateur. Mais lui, il n'a même pas encore fait 30 ans, vous dites que vous ne connaissez pas ça. D'abord, c'est parce qu'il est un noir. Deuxièmement, ce ne sont pas vos intérêts qu'il défend. Troisièmement, c'est pour mettre en garde toute personne qui va agir comme lui. Donc, tous ces assassinats, et ça continue. Ça, c'est ce qu'on a vu physiquement. Que ce soit les Modibo Keïta au Mali et autres, ceux qui sont partis par les tortures des prisons, les empoisonnements, on ne peut pas compter. Malheureusement, j'ai dit malheureusement, et je répète malheureusement, l'ensemble de ces leaders dont j'ai pris l'exemple, ils se sont assis derrière l'eau, prendre leur café, leur Nescafé, pour monter le scénario, mais qui a appuyé sur la gâchette? C'est un noir. Qui a découpé? Qui a attrapé, donné pour qu'on découpe? C'est un noir. Qui a mis le poison dans la tasse au moment de donner la nourriture en prison?
saints noirs. Sommes-nous maudits? Tant? Croyez que nos grands-pères, nos aïeux qui sont sous le sol, quand ils nous regardent, ils sont fiers. Et on en trouve dans nos pays, dans nos contrées, aujourd'hui toujours, ces mêmes types de personnes qui sont capables de dire, c'est toi qui veux défendre tout le monde, non? On va te mettre devant le fait accompli que tu n'es rien. Lecointre, le général Lecointre, quand il sort, il s'assoit à France 24. Et il dit, eux, ils se donnent 10 ans, ou moins de 10 ans, qu'ils vont revenir au Sahel, avec l'ensemble des armées au niveau de l'Europe. Il sait de quoi il parle. C'est parce que leurs sociologues, leurs psychologues nous ont étudiés, ils ont dit, tenez bon.